Je n'ai pas eu le courage d'avouer que j'étais enceinte, et il m'a quitté pour ma propre sœur. Mon cœur a été brisé lorsque ma famille m'a tourné le dos. Des années plus tard, nous nous sommes revus par hasard. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Beverly et mon histoire commence un mardi. Le genre d'après-midi maussade et détrempé de l'Oregon qui vous donne envie de vous blottir à l'intérieur avec une boisson chaude et un bon livre. C'est exactement ce que je faisais. Mais le sentiment au creux de mon estomac était tout sauf réconfortant. La pluie battait à un rythme régulier et implacable contre les fenêtres du café, transformant la rue tranquille à l'extérieur en une aquarelle de gris et de vert. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait le café et le lait vapeur, mais je ne ressentais rien de tout cela. Un frisson s'était installé au plus profond de mes os, qui n'avait rien à voir avec le temps. Seul le faible bourdonnement de la machine à expresso et le tintement occasionnel d'une cuillère contre la porcelaine brisaient le lourd silence entre nous. J'étais assise à une petite table dans un coin, mes doigts si serrés autour d'une tasse de camomille que mes jointures étaient devenues blanches. Le thé était tiède depuis une éternité, mais je ne l'avais pas remarqué. Toute mon attention était portée sur l'homme assis en face de moi. Arthur Brooks. Il regardait par la fenêtre, le regard fixé sur la vitre mouillée de pluie, évitant mes yeux. Cela aurait dû être mon premier indice. Il avait cette façon de regarder n'importe où sauf vous quand les choses devenaient difficiles. Sa mâchoire était crispée, ses épaules tendues. Il était à des millions de kilomètres, et une terrible et froide angoisse commença à me glacer le sang. Vous voyez, j'étais venu ici avec un secret. Un secret magnifique, terrifiant, qui allait changer ma vie, niché au fond de moi. Un secret que j'avais répété 100 fois en venant. Les mots étaient sur le bout de ma langue, prêts à se répandre dans l'espace entre nous. J'avais imaginé son visage quand je le lui dirais. La surprise. D'abord, puis peut-être un sourire qui s'élargirait lentement, ce sourire en coin enfantin que j'aimais tant. Je l'imaginais rire, me tirer de ma chaise et me faire tourner sur moi-même, là, au milieu du café. J'étais prête. J'étais si prête à le regarder dans les yeux et à prononcer les 4 mots qui changeraient nos vies pour toujours. J'attends ton bébé. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Avant que je puisse rassembler le reste de mon courage, il s'éclaircit la gorge. Le son fut comme une pierre tombant dans un étang tranquille, envoyant des ondes d'anxiété à travers moi. Il se détourna enfin de la fenêtre, mais ses yeux ne croisèrent les miens que l'espace d'une seconde fugace. Beverly, commença-t-il, sa voix était inégale, hésitante. Je dois te dire quelque chose. Je clignai des yeux, mes propres mots soigneusement répétés mourant sur mes lèvres. Un rire nerveux m'échappa. C'est drôle, murmurai-je, ma main frôlant le bord de ma tasse. J'allais dire la même chose. Un regard étrange traversa son visage. Pas de la curiosité, mais quelque chose de plus proche de la panique. Non, laisse-moi. Laisse-moi commencer, dit-il en expirant brusquement comme si les mots étaient un poids physique qu'il devait expulser de sa poitrine. Il prit une longue et lente inspiration. Tu es une femme incroyable, Beverly. Honnêtement, tu mérites tellement. Mon cœur rata un battement. C'est le genre de choses que les hommes disent quand ils sont sur le point de partir. C'est le préambule doux et lâche d'un adieu. L'angoisse froide d'auparavant se transforma en un bloc de glace solide dans mon estomac. Mais la vérité, continua-t-il, sa voix baissant, c'est que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Les mots ne restèrent pas suspendus en l'air. Ils semblèrent résonner contre les murs du café presque vide, devenant de plus en plus forts jusqu'à être le seul son au monde. Pendant une fraction de seconde, j'étais sûr d'avoir mal entendu. Cela ressemblait à une réplique de film, trop dramatique, trop irréel pour se produire dans ma vie, dans ce petit café tranquille, à moi. Mais ensuite j'ai regardé ses yeux, qui étaient de nouveau fixés sur la pluie dehors, et j'ai su que je n'avais pas mal entendu. Le monde a basculé sur son axe, et mon avenir si soigneusement construit s'est brisé en 1 million de minuscules morceaux. Il ne me regardait pas. Il ne pouvait même pas me donner ça. Il était déjà parti. Il continua de parler, son ton maladroitement désolé, comme s'il expliquait une bosse sur une voiture empruntée, et non pas en train de briser une vie. S'il te plaît, ne le prends pas mal, marmonna-t-il, une phrase si ridicule que j'ai failli rire. Ces choses-là arrivent.
Nous sommes juste des personnes différentes, toi et moi. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment aimé comme tu le pensais. Chaque mot était un coup physique. Mes mains, posées sur la table, se mirent à trembler. Je cherchais une serviette en papier, la pliant et la dépliant jusqu'à ce que le papier fragile se déchire entre mes doigts. Je gardais les yeux baissés, fixés sur le grain du bois poli de la table, comme si le fait de le regarder fixement pouvait m'empêcher de m'effondrer là, devant lui. Je hochai simplement la tête. Une fois, puis une autre. Un petit mouvement saccadé de ma tête qui semblait me coûter toute la force qui me restait. « Je ne veux pas que tu me détestes », ajouta-t-il, la regardant enfin. Sa lâcheté était presque plus douloureuse que sa trahison. Il voulait être le gentil, même maintenant. Et n'essaie pas de me faire changer d'avis. C'est fini. Le bruit de sa chaise raclant le sol fut un son de finalité. Il se leva, une grande silhouette sombre se découpant contre la lumière grise de la fenêtre. Il plongea la main dans sa veste, en sortit quelques billets et les posa sur la table avec un bruit sourd. Ça devrait couvrir l'addition. Peut-être aussi ton taxi. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Mes cheveux tombèrent sur mon visage comme un rideau, cachant le vide complet et absolu dans mes yeux. Il s'attarda un moment, s'attendant clairement à quelque chose. Des larmes, des cris, des accusations, n'importe quoi. Mais comme rien ne venait, il se balança mal à l'aise d'un pied sur l'autre, puis se tourna et se dirigea vers la porte. La petite cloche au-dessus tinta faiblement en se refermant derrière lui, ne laissant que le silence et le bruit de la pluie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, figée sur place. 5 minutes, 1 heure. Le café, qui m'avait semblé si confortable il y a peu, ressemblait maintenant à une vaste caverne froide. Chaque chaise vide était un écho de ce que je venais de perdre. Finalement, le serveur apparut, demandant doucement, l'addition, madame. Je levai à peine les yeux. Je fis simplement glisser les billets d'Arthur sur la table, ma voix plate et sans vie lorsque je murmurai, oui, merci. Il disparut, et le silence s'installa de nouveau. Lentement, comme en transe, je levai mes 2 mains vers mon ventre. Je les pressai contre le petit endroit encore plat où notre enfant grandissait, un secret qu'il ne connaîtrait désormais jamais. Mon menton trembla, puis les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants et hystériques, mais des larmes chaudes, lourdes et incessantes qui coulaient silencieusement sur mes joues, dégoulinant sur mes doigts recroquevillés protecteurs sur mon ventre. Je sanglotais sans un bruit, tout mon corps secoué tandis que la vérité de mon isolement s'insinuait en moi. La nouvelle vie en moi devait être un cadeau, une joie partagée. Mais maintenant, c'était un secret que je devais porter toute seule. Finalement, je suis sorti du café et je me suis retrouvé sous la pluie. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai simplement marché, laissant les gouttes froides tremper mes cheveux et mes vêtements. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à ma voiture. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Mon corps était en pilote automatique, mais mon esprit était un vortex de douleur et d'incrédulité. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé garé devant la maison de ma mère. Je suis resté assise dans la voiture pendant un long moment, le moteur éteint, le seul son étant le balayage rythmique des essuie-glaces contre la vitre. J'avais besoin de ma mère. En ce moment de dévastation complète, tout ce que je voulais, c'était que ma mère me prenne dans ses bras et me dise que tout irait bien. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Avec une profonde inspiration tremblante, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, me sentant comme une enfant perdue sur le point de frapper à la porte de sa propre maison. La maison était silencieuse quand je suis entré, mes chaussures mouillées laissant de légères marques sur le sol en linoléum usé. L'odeur familière du nettoyant parfumé à la lavande de ma mère flottait dans l'air, mais ce soir, elle sentait fort, presque suffocant. Dans le salon, la lueur tamisée d'une lampe projetait de longues ombres sur le tapis beige. Ma mère, Dolores, était assise à la table de la salle à manger, feuilletant une pile de courriers. Mon beau-père, Clifford, était là aussi, tapotant impatiemment sa montre comme s'il comptait les minutes qu'il ne voulait pas perdre. J'hésitais sur le seuil, serrant mon sac contre ma poitrine comme un bouclier. Un instant, j'ai pensé à faire demi-tour et à partir, à tout garder pour moi. Mais le poids de ce qui s'était passé était trop lourd à porter seul. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de ma mère. Maman, dis-je doucement. Ma voix se brisa dans le silence. Ses mains s'immobilisèrent sur les enveloppes. Elle leva les yeux, son regard mêlé de surprise et d'irritation.
Beverly, qu'est-ce que tu fais ici? On dirait un rat noyé. Arthur est parti, réussis-je à dire, le nom me semblant étranger et amer dans la bouche. Il m'a quitté. Et je suis enceinte. Le mot resta suspendu en l'air, lourd et explosif. Clifford laissa échapper un grognement sourd, se penchant en arrière sur sa chaise. On va être en retard si on ne part pas bientôt, marmonna-t-il en vérifiant de nouveau sa montre. Ma mère l'ignora un instant. Son attention était fixée sur moi, mais il n'y avait aucune douceur dans ses yeux. Enceinte? Le mot sortit sec, comme une accusation. Je hochai la tête, la gorge serrée. Oui, j'allais le lui dire ce soir, mais il a rompu avec moi avant que je puisse le faire. Écoute, chérie, commença-t-elle, son ton s'adoucissant en quelque chose qui se voulait raisonnable mais qui était aussi froid que la glace. Tu n'as que 22 ans. Tu as toute la vie devant toi. Ces choses-là, on peut s'en occuper en toute sécurité. La médecine est différente maintenant. Tu ne peux pas gâcher ta vie à cause d'une erreur. Une erreur. Le mot me transperça comme un couteau. Cette petite vie, mon bébé, n'était qu'une erreur pour elle. Maman, ce n'est pas juste quelque chose dont on se débarrasse, plaidai-je, la voix tremblante. C'est mon bébé. Elle secoua fermement la tête, croisant les bras sur sa poitrine dans un geste de finalité. Pense à ton avenir, Beverly. Tes études. Comment vas-tu gérer un bébé et un travail avec quoi? Un salaire de débutante dans l'enseignement? Ce n'est pas réaliste. Juste à ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et ma sœur cadette, Jeannette, entra. Elle fredonnait un petit air, le visage lumineux et joyeux. Maman, tu as vu mon... Oh, Beverly. Son sourire s'effaça quand elle vit mon visage strié de larmes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas parler. Je restais juste là, dégoulinant d'eau de pluie sur le tapis, mon monde s'effondrant autour de moi. Jeannette regarda mon visage, puis l'expression sévère de ma mère. Mais ce n'était pas son visage qui retint mon attention. C'était ce qu'elle portait. Autour de son cou se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme d'étoile scintillante. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je connaissais ce collier. Arthur me l'avait montré dans la vitrine d'une bijouterie le mois dernier. Il avait dit qu'il économisait pour me l'offrir pour une occasion spéciale. Et il était là, scintillant sous la lumière de la lampe, reposant contre la peau de ma sœur. La pièce se mit à tourner. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté horrifiante et écœurante. Le vague, quelqu'un d'autre, avait soudain un visage. Un nom. Le visage de ma sœur. Où, murmurai-je, ma voix à peine audible. Où as-tu eu ce collier? La main de Jeannette vola à sa gorge, ses yeux s'écarquillant de panique. Elle regarda sa mère, implorant silencieusement son aide. C'est un cadeau, balbutia-t-elle. De qui? Insistai-je en faisant un pas en avant. La glace dans mon estomac était maintenant un feu dévorant. Beverly, arrête ça, lança ma mère. Ce n'est pas le moment. De qui? Jeannette, criai-je, le son s'arrachant de ma gorge à vif. Jeannette tressaillit, les larmes montant à ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes d'une enfant prise en faute. D'Arthur, murmura-t-elle finalement. On se voit depuis quelques mois. On est amoureux. C'était une double trahison. Une blessure si profonde que je ne pensais pas pouvoir m'en remettre. Mon petit ami et ma sœur, tous les deux ensemble dans mon dos. Je regardais ma mère, m'attendant, priant pour un signe d'indignation en ma faveur. Au lieu de cela, elle se contenta de soupirer, un long soupir las d'impatience. Elle se leva et se dirigea vers Jeannette, passant un bras protecteur autour d'elle. Beverly, ta sœur est heureuse, dit-elle, sa voix dénuée de toute chaleur. Arthur est un homme bien avec un avenir. C'est juste arrivé. Tu dois être une adulte à ce sujet. Être une adulte. Ils avaient brisé ma vie, ma famille, mon cœur, et c'était moi qui devais être une adulte. La trahison ne venait plus seulement d'Arthur et de Jeannette. Elle venait de ma propre mère, là, défendant la traîtrise de ma sœur. J'étais totalement, complètement seul. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis retourné, mon corps bougeant comme une marionnette de bois, et je suis sorti, de retour sous la pluie.
Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit sans destination en tête. L'image de ce collier en argent était gravée dans ma mémoire. J'ai dû conduire pendant des heures, les essuie-glaces battant un rythme effréné à la tempête qui faisait rage en moi. J'ai fini dans une chambre de motel miteuse au bord de l'autoroute, le genre avec une enseigne au néon vacillante et des couvertures fines et rêches. Je me suis allongé sur le lit, entièrement habillé, et j'ai fixé le plafond taché d'humidité toute la nuit. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais au-delà des larmes. J'étais juste vide, une coquille creuse. Dans ce silence, alors que l'obscurité de la pièce m'oppressait, mon esprit a dérivé vers une autre époque, une époque plus chaleureuse. Je me suis souvenu des étés de mon enfance, courant pieds nus dans le verger de pommiers de ma grand-mère Harriet, juste à l'extérieur d'Eugène. Je me suis souvenu de l'odeur de la tarte aux pommes fraîchement cuite refroidissant sur le rebord de la fenêtre. Du son de son rire qui portait à travers le jardin. Je me suis souvenu de la sensation de ses bras autour de moi, fort et sûr. Comment elle écoutait mes soucis d'enfant comme s'ils étaient les choses les plus importantes du monde. À l'époque, la vie semblait stable. Sûr. C'était ça. C'était le seul endroit où aller. Le lendemain matin, je me suis rendu à la gare routière la plus proche. J'ai utilisé le reste de mon argent pour acheter un aller simple pour Eugène. Je n'ai pas fait de valise. Je suis juste parti avec les vêtements que je portais et la petite vie secrète qui grandissait en moi. Le trajet en bus a été long et silencieux. J'étais assise près de la fenêtre, regardant les quartiers de banlieue laisser place à des terres agricoles ouvertes. Des champs humides de rosée matinale. De vieilles granges nichées contre des collines ondulantes. L'air semblait plus léger ici, plus pur. J'ai fermé les yeux, laissant le balancement rythmique du bus calmer la tempête dans ma poitrine. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai murmuré silencieusement à la seule personne au monde qui était vraiment de mon côté. On s'en sortira, d'une manière ou d'une autre. On s'en sortira. Au moment où le bus ralentit pour entrer dans la petite gare rurale, les nuages s'étaient dissipés et de fins rayons de soleil se déversaient sur le quai. Je suis descendu, me sentant fatigué et perdu, et puis je l'ai vue. Ma grand-mère Harriet. Elle se tenait au bout du quai, portant son vieux cardigan usé. Un foulard était élégamment noué autour de son cou. Ses cheveux argentés captaient la lumière et ses yeux, les yeux les plus gentils que j'ai jamais connus, s'adoucirent dès qu'ils se posèrent sur moi. Sans la moindre hésitation, elle ouvrit grand les bras. Beverly, ma chérie, appela-t-elle, sa voix chaude et stable, exactement comme je m'en souvenais. Au moment où je me suis blotti dans cette étreinte, le nœud serré et douloureux dans ma poitrine s'est enfin desserré. Son étreinte sentait légèrement la fleur et la fumée de bois, une odeur qui me ramena directement à des jours plus simples. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce café, j'ai senti une petite partie de mon fardeau s'alléger. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et enfin, je me suis laissé pleurer. J'ai pleuré pour Arthur, pour Jeannette, pour ma mère, pour le bébé, pour la fille que j'étais. Et ma grand-mère m'a simplement tenu dans ses bras, me caressant les cheveux, me laissant déverser toute ma douleur sans dire un mot. Elle m'a juste tenu, et c'était tout. Tu aurais dû me dire que tu venais, dit grand-mère Harriet, gardant un bras autour de moi alors que nous marchions vers sa vieille camionnette. J'aurais fait cette tarte aux pommes que tu aimes tant. Je réussis à esquisser un petit sourire larmoyant. C'est exactement pour ça que je ne te l'ai pas dit. Je ne voulais pas que tu te donnes du mal. Nous avons roulé sur des routes de campagne familières, les champs s'étendant à l'infini sous le ciel d'automne. Elle a comblé le silence avec de douces questions sur mes cours, mes amis, comment j'allais. J'ai essayé de répondre, mais mes mots me manquaient. Ce n'est que lorsque nous fûmes assises à sa confortable table de cuisine, avec des tasses fumantes de camomille entre nous, que j'ai finalement tout déballé. La ferme était exactement comme je m'en souvenais, des rideaux de dentelle aux fenêtres, des bocaux de conserve bien alignés sur le comptoir et la vieille horloge de grand-père qui tic-taquait régulièrement dans le coin. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, fixant la vapeur, et je lui ai tout raconté. Il m'a quitté, grand-mère, dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Arthur est parti. Et la femme pour qui il m'a quitté, c'est Jeannette. Je vis une lueur de profonde tristesse dans ses yeux, mais pas de surprise. C'était comme si elle avait toujours connu le caractère de ses autres petits-enfants. Et je suis enceinte. Maman. Maman ne veut pas que je le garde. Elle dit que c'est une erreur. Les yeux de ma grand-mère n'ont jamais quitté les miens. Elle n'a pas interrompu, n'a pas grondé,
n'a même pas eu le souffle coupé. Elle a simplement écouté. Son regard était stable, sa présence comme une encre dans ma tempête. Quand j'ai fini, les larmes coulaient à nouveau sur mes joues. Je ne sais pas quoi faire, mais tout fait jeu. Je ne veux pas perdre ce bébé, mais je ne peux pas le faire seul. Elle tendit la main sur la table et prit mes mains tremblantes dans les siennes. Ses mains étaient ridées et fortes, des mains qui avaient jardiné, cuisiné et réparé toute une vie. Alors tu ne le feras pas seul, dit-elle, sa voix calme mais résolue. C'est ta maison maintenant, aussi longtemps que tu en auras besoin. Quand tu auras fini tes études, tu pourras t'installer ici définitivement. L'école locale manque toujours d'enseignants. Tu pourras y travailler, et je t'aiderai à t'occuper du bébé. Ces mots étaient si simples, si pratiques, et pourtant ils étaient comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis cet horrible après-midi, j'ai senti le lourd désespoir s'estomper juste assez pour laisser entrer l'espoir. J'ai serré ses mains fermement, mes larmes coulant maintenant pour une raison complètement différente. Dans cette petite cuisine de ferme, je n'étais pas abandonné. Je n'étais pas sans espoir. Mon enfant et moi, nous avions une place dans ce monde. Les mois qui suivirent furent calmes et réparateurs. J'ai transféré mes crédits universitaires dans une école locale et j'ai terminé mon diplôme. Grand-mère Harriet ne m'a jamais traité comme un fardeau. Elle m'a traité comme une fille. Nous avons trouvé un rythme confortable. Nous jardinions ensemble l'après-midi, préparions le dîner le soir, et nous asseyions près du feu la nuit, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement pendant que j'étudiais. Elle me racontait des histoires sur sa propre vie, sur les difficultés qu'elle avait rencontrées après les funérailles de mon grand-père, sur l'héritage de résilience transmis par les femmes de notre famille. Elle m'a appris que la force ne consistait pas à ne pas tomber. C'était de se relever à chaque fois. Et puis cet hiver-là, dans la modeste chambre à l'étage avec un lit couvert d'un couvre-lit en patchwork et des rideaux de dentelle, j'ai mis mon fils au monde. L'accouchement a été long et intense. Mais quand la sage-femme a finalement placé le nouveau-né dans mes bras, tout le reste s'est estompé. Il était si petit, ses poings serrés, ses cris perçants mais étrangement réconfortants. Je l'ai regardé à travers des yeux embués de larmes, mon cœur se gonflant d'une manière que je n'avais jamais connue possible. Walter, murmurai-je, le nom me semblant juste et fort. Walter Whittaker. Il porterait mon nom, ma force. Son avenir ne serait pas lié à l'homme qu'il avait abandonné avant même sa naissance. À partir de ce jour, ma vie a été complètement bouleversée de la manière la plus merveilleuse et la plus épuisante qui soit. Les nuits étaient un tourbillon de tétés et de changements de couches. Les journées étaient un marathon pour jongler entre un nouveau-né et mes derniers cours universitaires. Mais je ne l'ai jamais regretté. Je me levais dans les heures sombres et silencieuses, berçant Walter contre ma poitrine jusqu'à ce que sa petite respiration se régularise. Et je souriais à travers la fatigue. Chaque étape, son premier sourire, son premier rire, la première fois que sa petite main s'est enroulée autour de mon doigt, était comme un rayon de soleil perçant les nuages. C'était une joie pure et simple qui guérissait des parties de moi que je ne savais même pas briser. Ce n'était pas facile. L'argent était si rare que je comptais chaque centime. J'ai pris un travail de tutorat à temps partiel, corrigeant des copies tard dans la nuit après que Walter se soit endormi. Mais grand-mère Harriet était mon roc. Elle gardait Walter quand j'avais des cours, cuisinait des repas chauds qui nous soutenaient, et me rappelait toujours que la persévérance était plus forte que le désespoir. Un pas à la fois, ma chérie, disait-elle en lissant mes cheveux après une journée particulièrement longue. C'est comme ça qu'on gravit les montagnes. Et donc j'ai grimpé. J'ai soutenu ma thèse finale avec Walter endormi dans un porte-bébé au fond de la salle. Quelques professeurs ont haussé les sourcils, mais personne ne pouvait remettre en question ma détermination. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, un diplôme usé dans une main et mon magnifique fils dans l'autre, j'avais déjà obtenu un poste d'enseignante dans la petite école primaire à quelques kilomètres de la ferme. Mon premier jour, je me tenais devant une classe de CE1 aux yeux brillants, une craie à la main, et j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Walter avait à peine 2 ans, il trottinait dans le salon de grand-mère Harriet pendant que j'enseignais, ses joyeux rires remplissant la ferme pendant mes pauses déjeuner. Enseigner avait toujours été mon rêve. Et maintenant, c'était ma réalité. Ce n'était pas seulement un travail. C'était ma façon de fournir une vie stable et aimante à mon fils. La vie était modeste, mais elle était pleine. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais tout ce qui comptait. Chaque soir, je rentrais de l'école avec des copies sous le bras, mon cœur s'allégeant en voyant Walter courir pour m'accueillir à la porte,
son visage s'illuminant. Il avait mes yeux et mon menton têtu, mais son rire était un son de pure joie qui résonnait dans la campagne tranquille. La communauté nous a adoptés. Vous avez élevé un garçon brillant, remarquaient les voisins lorsque Walter m'accompagnait au marché. Il est si poli, si bien élevé. Vous devez être fier. Fier n'était même pas le mot. Walter était mon ancre, ma raison d'être, mon monde entier. Quand la solitude s'installait la nuit, quand les souvenirs de la trahison d'Arthur et de Jeannette menaçaient de piquer, j'allais simplement sur la pointe des pieds dans sa chambre. Je restais là à le regarder dormir sous sa couverture en patchwork, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, et je savais avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi le meilleur chemin. J'étais déterminé à mettre chaque dollar de côté dans un fonds d'études pour lui donner toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Grand-mère Harriet est restée la force stable et directrice de nos vies. Elle se délectait de bercer Walter pour l'endormir, de lui apprendre de vieilles chansons et de partager des histoires de ma propre enfance. La ferme est devenue plus qu'un refuge. Elle est devenue le cœur de notre petite famille de 3. Les années passèrent à ce rythme paisible. Je ne me considérais plus comme abandonné. Je me considérais comme entière, reconstruite sous une forme nouvelle et plus forte. J'étais une mère, une enseignante et une petite fille qui n'avaient pas laissé les épreuves la détruire. Et chaque fois que le rire de Walter remplissait la maison, je savais que ma vie, bien que ce ne soit pas celle que j'avais autrefois imaginée, était exactement là où elle devait être. La vie dans la petite communauté agricole s'est installée dans un rythme stable et confortable. J'enseignais à mes élèves le jour, je corrigeais des copies la nuit, et je consacrais chaque once du reste de mon énergie à élever Walter. C'était une vie pleine, une bonne vie. Bien que parfois, dans les moments calmes après que Walter se soit endormi et que la maison soit silencieuse, une vague de solitude me submergeait. J'avais depuis longtemps cessé d'attendre la romance ou l'amour. Mon fils était mon cœur, ma classe ma mission, et ma grand-mère mon ancre. Cela semblait devoir suffire. Mais la vie a une façon de tisser les gens ensemble quand on s'y attend le moins. C'est arrivé un après-midi de printemps quand Walter avait 5 ans. Une grosse tempête avait soufflé la nuit précédente, et toute une section de la vieille clôture le long de notre propriété avait finalement cédé. Je me tenais dans le jardin avec Walter, regardant les poteaux cassés, le front plissé de frustration. « Eh bien, c'est parfait », marmonnai-je en repoussant une mèche de cheveux de mon visage. Walter, me tenant la main, demanda innocemment, « Maman, comment allons-nous empêcher les cerfs d'entrer dans le jardin de grand-mère maintenant ?» Avant que je puisse répondre, une voix appela de l'autre côté du champ. Besoin d'un coup de main avec cette clôture? Je me suis retourné pour voir un homme s'approcher de nous. Je l'ai reconnu comme étant Franklin Green, un voisin dont les terres bordaient les nôtres. C'était un homme grand et large d'épaules, à la peau burinée par le soleil et aux yeux les plus gentils que j'ai vus depuis longtemps. Il était charpentier de métier, veuf, et je savais par les ragots de la ville qu'il avait aidé d'autres voisins avec des réparations plus de fois que quiconque ne pouvait compter. Nous avions échangé des politesses au marché, mais rien de plus. Une pointe d'embarras colora mes joues. « C'est si évident que ça ?» demandai-je en désignant la clôture effondrée. Franklin eut un sourire facile et chaleureux qui fit plisser ses yeux au coin. « Ne vous en faites pas. Ça arrive à tout le monde ici, tôt ou tard. J'ai quelques planches de rechange dans mon camion. Si ça ne vous dérange pas, je peux la réparer en un rien de temps. » J'ai hésité un instant, un réflexe instinctif de ne pas accepter l'aide, de tout faire moi-même, mais ensuite j'ai regardé son visage ouvert et honnête, et j'ai hoché la tête. Si vous en êtes sûr, j'apprécierais vraiment. Walter a été le premier à s'habituer à lui. Pendant que Franklin se mettait au travail, ses mouvements suffisants et forts alors qu'il martelait de nouvelles planches en place, Walter le bombardait d'un million de questions sur ses outils, sur les différents types de bois, sur sa force. Au lieu de le repousser, Franklin répondit patiemment à chaque question, laissant même Walter tenir un marteau un instant sous son œil vigilant. À partir de ce jour, Franklin commença à passer plus souvent. Parfois, c'était juste pour vérifier la clôture, parfois pour déposer des œufs frais de ses poules, et parfois juste pour dire bonjour en rentrant d'un chantier. J'ai remarqué comment le visage de Walter s'illuminait chaque fois qu'il voyait le camion de Franklin arriver. J'ai vu à quel point il était naturel pour mon fils de le suivre dans le jardin, bavardant sans fin, et comment Franklin écoutait toujours avec un intérêt sincère. Il parlait à Walter, non pas comme à un enfant, mais comme à une petite personne ayant des choses importantes à dire. J'ai mis plus de temps à m'ouvrir.
Mon passé avait laissé de profondes cicatrices, et je gardais mon cœur précieusement. Mais Franklin n'a jamais insisté. Sa gentillesse était constante, sa présence calme et rassurante. Il s'est joint à nous pour le dîner une fois, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne une habitude hebdomadaire. Il n'a jamais essayé de prendre le dessus, n'a jamais agi comme si Walter n'était pas ma première priorité. Au lieu de cela, il s'est glissé doucement dans les espaces vides de notre vie, comme s'il y avait toujours appartenu. Les saisons passèrent. Le printemps se fondit en un été chaud, qui laissa place à un automne frais. Je me suis surprise à rire plus souvent, à m'attarder en conversation avec lui sur le porche longtemps après que Walter se soit couché. Nous parlions de tout et de rien. Il m'a parlé de sa défunte femme, qu'il avait tendrement aimée, et des années calmes après sa disparition. À mon tour, je me suis retrouvé à lui parler de mon passé. Pas tous les détails douloureux au début, mais assez. Je lui ai parlé du fait d'être une jeune mère célibataire et des difficultés que j'avais rencontrées. Il n'a jamais offert de pitié. Il n'a jamais offert que du respect. Je me suis surprise à le regarder, qu'il répare un portail ou qu'il écoute simplement une des longues histoires de Walter, et j'ai réalisé que ma poitrine n'était plus oppressée par la peur. Elle était chaude. Elle était en sécurité. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, et le sentiment n'était pas terrifiant comme il l'avait été avec Arthur. C'était calme. C'était comme rentrer à la maison. Un an après ce premier jour avec la clôture cassée, nous travaillions dans le petit jardin de grand-mère Harriet derrière la ferme. Le soleil était chaud sur nos dos. Walter était parti à la chasse aux papillons. Franklin est resté silencieux pendant un long moment, puis il a posé sa truelle, s'est tourné vers moi et a pris mes mains maculées de terre dans les siennes. Il s'est agenouillé là, sur un genou, dans la terre meuble du jardin. Il n'avait pas de boîte sophistiquée, juste une simple et belle bague en argent qu'il tenait dans la paume de sa main. Il n'y a pas eu de grand discours, juste une promesse calme et sincère qui signifiait plus pour moi que n'importe quel mot fleuri. « Beverly, dit-il, ses yeux bienveillants me regardant droit dans les miens. Je n'essaie pas de changer ta vie ni de remplacer quoi que ce soit que tu aies perdu. Je veux juste la partager avec toi et avec Walter. Je t'aime et j'aime ce garçon comme s'il était le mien. Je ne peux pas réparer ton passé, mais je promets de passer le reste de ma vie à construire un avenir où tu n'auras plus jamais à te sentir seul. » Les larmes me montèrent aux yeux alors que je murmurais « oui ». Notre mariage fut simple, parfait. Nous l'avons célébré juste là, dans le jardin de la ferme, entouré de quelques amis proches et de nos merveilleux voisins. Grand-mère Harriet se tenait fièrement à mes côtés, les yeux brillants, et Walter, portant un petit costume élégant, souriait jusqu'aux oreilles en tant que notre porteur d'alliance. Lorsque les vœux furent prononcés et que je devins Madame Beverly Green, je me sentis comme quelqu'un à qui on avait donné une seconde chance, non seulement à l'amour, mais au bonheur lui-même. Peu de temps après, Walter et moi avons emménagé dans la ferme de Franklin, juste de l'autre côté du champ. Nos deux vies se sont mélangées sans heurts. La maison qui avait été silencieuse pendant si longtemps résonnait maintenant des rires et des cris enjoués de Walter. Pour la première fois depuis des années, je posais ma tête la nuit, sentant la respiration régulière de mon mari à côté de moi, et mon cœur se sentait complètement, totalement en paix. Ce n'était pas une romance dramatique et tourbillonnante. Ce n'était pas précipité. C'était stable, authentique et réel. Et c'était exactement ce que j'avais cherché depuis le début sans même le savoir. La vie avec Franklin et Walter était un rêve paisible. Walter avait maintenant 7 ans, un garçon brillant et heureux qui adorait Franklin et l'appelait papa. J'aimais mon travail. J'aimais ma famille. Et les souvenirs douloureux de mon passé s'étaient finalement estompés en forme lointaine et brumeuse. Je croyais vraiment les avoir laissés derrière moi pour de bon. Puis est venue la sortie scolaire annuelle de la classe de CE1 au musée d'Eugène. La matinée était claire et ensoleillée, une journée parfaite pour une aventure. Je marchais en tête de ma classe, un presse-papier à la main, tandis que les enfants bavardaient avec enthousiasme derrière moi. Walter restait près de moi, son petit sac à dos rebondissant alors qu'il suivait le rythme du groupe. Nous avons passé un moment merveilleux au musée où les enfants se sont émerveillés devant des os de dinosaures et des artefacts anciens. Ensuite, avec un peu de temps libre avant de prendre le train pour rentrer, je les ai emmenés dans un parc de la ville voisin. L'air était frais, l'herbe encore humide. Les enfants se sont précipités pour regarder les fontaines et les parterres de fleurs, leurs voix joyeuses se mêlant au bruissement des arbres. J'ai souri, leur demandant de rester groupés, ressentant un profond sentiment de fierté. Fierté pour mes élèves, pour mon fils,
pour la belle et stable vie que j'avais construite à partir des cendres. Et puis, alors que nous contournions un sentier bordé de bancs, je me suis figé. À moins de 20 mètres, près du bord du parc, se tenait un couple, un homme et une femme. Je les ai reconnus instantanément. Arthur et ma sœur Jeannette. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Le temps sembla se courber, me ramenant 7 ans en arrière, à ce café pluvieux, aux mots qui m'avaient brisé. Mais ce n'était pas le même homme charmant dont je me souvenais. Les cheveux d'Arthur étaient plus clairsemés, son visage tendu. Il se disputait avec Jeannette, sa voix s'élevant sur un ton de colère, presque désespéré. Jeannette, vêtue d'un blazer élégant, se tenait les bras croisés, lui répondant quelque chose de sec et de dédaigneux. Les passants ralentissaient pour observer leur dispute qui s'intensifiait. Je pouvais entendre des fragments de leurs cris, des accusations sur l'argent, sur ses longues heures de travail, un ressentiment qui couvait juste sous la surface. Arthur gesticulait sauvagement, le visage rouge de frustration. L'homme qui avait autrefois semblé si confiant et maître de lui-même paraissait maintenant faible et amer. Je suis resté cloué sur place, mes élèves se rassemblant curieusement autour de moi. Mon cœur battait la chamade, mais pas avec la douleur familière des vieilles blessures. À ma grande surprise, je ne ressentis rien. Pas de désir, pas de colère, pas même une étincelle de l'ancienne douleur. Tout ce que je ressentais, c'était de la distance, comme si j'observais 2 étrangers passer une mauvaise journée derrière une épaisse vitre. Maman. Je baissai les yeux. Walter tirait sur ma manche, ses yeux bleus levés vers les miens, pleins d'inquiétude. On continue à marcher? Je clignai des yeux, le son de sa voix me ramenant à la réalité, me tirant vers le présent. Sa petite main se glissa dans la mienne, chaude et stable. J'esquissai un faible sourire et serrai la sienne en retour. Oui, mon chéri. Allons-y. Sans un autre regard dans leur direction, je guidai mes élèves le long du sentier, les dirigeant vers la pelouse ouverte où des canards se dandinaient près d'un étang. Derrière moi, la voix d'Arthur s'éleva de nouveau, dure et craquante. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai simplement continué à m'éloigner, main dans la main avec mon fils, laissant les fantômes de mon passé à leurs propres disputes amères. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'homme et la femme qui avaient autrefois brisé mon monde n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ils n'étaient que des échos tristes d'une vie qui n'était plus la mienne. Nous avons passé une autre demi-heure au parc, laissant les enfants courir et jouer avant qu'il ne soit temps de retourner à la gare. Les enfants étaient fatigués mais toujours excités par l'aventure de la journée. Je marchais à leur côté, les comptant avec mon presse-papier alors que nous passions devant les vitrines des magasins et les cafés qui bordaient la rue. Walter sautillait quelques pas en avant, montrant du doigt la vitrine d'une boulangerie remplie de cupcakes glacés. Je souris à son excitation, le cœur léger et sans fardeau. Puis mon regard dériva vers la fenêtre d'un café à l'allure familière, et je me figeai pour la 2e fois de la journée. À l'intérieur, assis à une table d'angle, la même table d'angle d'il y a toutes ces années, se trouvait Arthur. Le temps sembla ralentir. Il paraissait plus âgé maintenant, des rides de stress plus profondément creusées sur son front. Mais la façon dont il était adossé à sa chaise était indubitable. En face de lui était assise Jeannette, l'air élégant et confiant. Entre eux, une petite fille aux cheveux bouclés, pas plus de 5 ou 6 ans, jouait avec une cuillère. Mon estomac se serra, mon souffle se coupa. Un instant, je ne pus plus bouger. Mon passé, la trahison, le chagrin, toutes les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir. Tout était assis à quelques mètres de là, souriant à une autre famille. Puis Arthur leva les yeux. Ses yeux croisèrent les miens à travers la vitre, et ils s'écarquillèrent de reconnaissance. Il se redressa et, à mon grand étonnement, il leva la main pour me faire un signe décontracté et amical, comme si nous étions de vieilles connaissances qui s'étaient simplement croisées dans la rue. Jeannette suivit son regard. Quand elle m'aperçut sur le trottoir avec un groupe de CE1, ses lèvres se courbèrent en un sourire suffisant et condescendant. Elle se pencha près d'Arthur, lui chuchotant quelque chose que je ne pus entendre. Il gloussa, puis ils rirent tous les deux, une moquerie privée et partagée à mes dépens. Le son, même étouffé par la vitre, me transperça comme une lame. Toute la vieille douleur, l'humiliation, le sentiment d'avoir été rejeté, tout revint en une vague chaude et douloureuse. Mes jambes semblaient raides, ma poitrine lourde du poids des années que je pensais avoir déjà enterrées. Mais cela ne dura qu'un instant. Madame Green. Un de mes élèves tira sur ma manche. On monte bientôt dans le train.
Madame Green. Le nom était une encre. Je clignais des yeux, me ramenant au présent. Walter était à mes côtés maintenant, me regardant avec inquiétude. Je forçais mes lèvres à former un petit sourire et hochais la tête. Oui, c'est ça. Allez, tout le monde. Ne soyons pas en retard. Rassemblant ma classe, je tournais le dos au café. Je tournais le dos à leur rire, à leur jugement, à tout ce chapitre misérable de ma vie. Ils représentaient les voix, les souvenirs. Ils pouvaient rester derrière cette vitre. Je guidais les enfants rapidement vers le quai, mais pas ferme et déterminé. Alors que nous montions à bord du train qui attendait, j'entendis une faible voix appeler mon nom derrière moi. Beverly. Je ne me suis pas retourné. J'ai fait entrer Walter, m'assurant que chaque enfant était bien là, mes mouvements calmes et délibérés. Les portes se refermèrent avec un doux sifflement. Le sifflet retentit et le train s'ébranla. À travers la fenêtre, j'aperçus une dernière fois Arthur debout devant le café, son sourire disparu, son expression illisible alors qu'il regardait le train s'éloigner. La porte du train se ferma, et c'était comme un point final, définitif, à la fin d'une très longue et très douloureuse phrase. C'était fini. Vraiment fini. J'expirais lentement, mon cœur se stabilisant. Le passé avait tendu la main vers moi une dernière fois, mais j'avais choisi de ne pas la prendre. La porte du train se referma. Un son solide et final qui séparait mon présent de mon passé. Alors que le train commençait à bouger, m'emmenant loin de cette rue, loin de ce café, loin d'eux, je ressentis un profond sentiment de libération. J'étais enfin, vraiment libre. Si vous écoutez encore mon histoire, si vous m'avez suivi dans ce voyage depuis ce café pluvieux jusqu'à ce moment précis, me feriez-vous une petite faveur? S'il vous plaît, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et commenter simplement avec le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes là, que vous avez été avec moi pendant tout ce temps. Votre soutien signifie plus pour moi que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Tapez simplement le chiffre 1, et laissez-moi vous raconter comment le reste de mon histoire se déroule. Le train prit de la vitesse, ses roues cliquetant contre les rails avec un rythme régulier et réconfortant. Je guidais mes élèves vers leur siège, ma voix d'enseignante calme et exercée alors que je comptais les têtes une dernière fois. Walter se glissa sur le siège près de la fenêtre à côté de moi, pressant ses petites paumes contre la vitre fraîche. Il resta silencieux un moment, le front plissé par la pensée. « Maman » demanda-t-il, sa voix douce. « C'est qui cet homme ? » « Celui qui te regardait. » Mon souffle se coupa une seconde, mais je forçai mes épaules à se détendre. J'écartai une mèche de cheveux de mon visage et lui souris doucement. Un vrai sourire cette fois. « Oh, lui, dis-je, la voix légère. Juste quelqu'un qui pensait me connaître, mon chéri. Probablement une erreur. » Walter étudia mon visage un moment de plus, comme s'il pesait ma réponse. Puis il sembla satisfait et hocha la tête, se retournant vers la fenêtre pour regarder la ville défiler. Mon propre regard suivit le sien, et il était là, Arthur. Il se tenait seul sur le quai maintenant, sa posture raide. Jeannette et la petite fille n'étaient nulle part en vue. Il se tenait juste là, une figure solitaire contre le béton, regardant le train partir. Ses yeux étaient fixés sur notre fenêtre, et ils arboraient une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Pas d'arrogance, pas de moquerie, mais une sorte de confusion vide. Presque du regret. Il leva légèrement la main comme s'il était tenté de faire un autre signe, mais la laissa retomber inutilement à ses côtés. Ma poitrine se serra, mais pas avec la douleur familière des vieilles blessures. Au lieu de cela, un étrange et inattendu sentiment de calme m'envahit. Je ne ressentais ni colère ni même pitié. Je me sentais juste. Fini. Je n'ai pas répondu à son signe. Je n'ai même pas hoché la tête. J'ai simplement tourné mon attention vers le garçon assis à côté de moi, qui sortait déjà un carnet de son sac à dos pour dessiner les canards qu'il avait vus dans le parc. Le train nous emportait de plus en plus loin. La silhouette d'Arthur rapetissait à travers la vitre jusqu'à n'être plus qu'un flou, puis il disparut complètement, avalé par la distance. Je laissai échapper un souffle que je n'avais même pas réalisé que je retenais. Pendant des années, l'ombre de cette trahison m'avait suivi, se glissant dans les nuits calmes, me rendant méfiante face au bonheur. Je m'étais demandé ce que je ressentirais si je le revoyais un jour. De la rage, du chagrin, une lueur désespérée et pathétique d'espoir. Mais maintenant, à ce moment précis, je ne ressentais rien de tout cela.
Ce que je ressentais, c'était la paix. Ma main reposait légèrement sur l'épaule de Walter, stable et protectrice. Il leva les yeux de son dessin, souriant en me le tendant pour que je l'approuve. Je lui souris en retour, le cœur plein, sans fardeau. Le passé avait essayé de me rattraper, de me rappeler ce que j'avais perdu. Mais je ne vivais plus là. Ma vie était ici, avec cet enfant merveilleux qui avait besoin de moi, avec l'homme bon qui m'aimait, avec le foyer qui attendait notre retour. Au moment où le train entra dans notre petite gare rurale, le soleil était bas, peignant le ciel de l'Oregon de nuances de rose et d'or. Les enfants descendirent, leur bavardage bourdonnant de l'excitation restante du voyage. Je guidai Walter le long du quai, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Chaque pas loin de la ville était comme un pas plus profond dans la paix. Quand nous sommes arrivés à notre ferme, l'odeur chaude de quelque chose de savoureux et de délicieux s'échappait de la fenêtre ouverte de la cuisine. La lumière du porche était allumée, un phare doré et accueillant dans le crépuscule. Nous sommes entrés et Franklin était là. Il se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, se déplaçant avec assurance entre la cuisinière et le comptoir. Il leva les yeux quand nous sommes entrés, son visage s'illuminant de ce sourire facile et merveilleux qui était le sien. « Timing parfait », dit-il en soulevant une poêle. « Le dîner est presque prêt. J'attendais juste mon partenaire de pêche ici. » Il fit un clin d'œil à Walter. Walter laissa tomber son sac à dos près de la porte et courut en avant, rebondissant presque sur ses pieds. « Papa. Papa. Demain, je vais attraper le plus gros poisson de toute la rivière. Plus gros que le dinosaure qu'on a vu au musée. Tu verras. » Franklin rit. Un rire profond et heureux qui remplit toute la cuisine et ébouriffa les cheveux de Walter. « Eh bien, alors je ferai mieux d'apporter une poêle extra large, parce que ta mère va avoir besoin d'une preuve. » Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte un moment, les regardant simplement. La douce lumière de la lampe enveloppait la pièce d'une chaleur qu'aucune tempête ne pourrait jamais chasser. Le rire de mon fils était clair et sans fardeau. L'homme que j'aimais se déplaçait avec le genre de facilité douce qui vient d'un amour librement donné, et non pris. C'était réel. C'était ma vie. Walter se précipita vers moi, tirant sur ma main. « Maman, tu mangeras le premier morceau de mon poisson, n'est-ce pas? Promis ?» Je me penchai, déposant un baiser sur son front. « Promis », murmurai-je, mon sourire tendre. Je levai alors les yeux vers Franklin, et nos regards se croisèrent dans un moment de compréhension silencieuse. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de discours, juste la connaissance partagée que ce que nous avions construit ensemble était fort et réel, et que c'était plus que suffisant. J'ai retiré mon manteau et je l'ai accroché près de la porte. Et en le faisant, j'ai réalisé quelque chose. Je ne sentais pas le poids de ce qui avait été. Je n'entendais pas la voix d'Arthur dans un coin de ma tête. Je ne voyais pas les ombres de ce café pluvieux ou les rires moqueurs derrière la vitre. Ces fantômes n'avaient pas leur place ici. Ils avaient été laissés sur un quai de gare solitaire, là où ils devaient être. Ce qui importait était ici. Maintenant. C'était le garçon qui tournait dans la cuisine, excité par la partie de pêche de demain. C'était l'homme qui remuait une casserole sur la cuisinière, fredonnant doucement pour lui-même. C'était la vie que nous avions créée ensemble, stable, honnête et vraie. Je suis entré dans la cuisine, enlaçant la taille de Franklin par derrière, posant ma joue contre son dos solide. Il attrapa ma main et la serra doucement. Et dans ce moment simple et silencieux, je savais de chaque fibre de mon être que j'étais exactement là où je devais être. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'est drôle comment la vie se déroule. Les chemins que nous pensons devoir emprunter mènent parfois à des impasses, juste pour que nous puissions faire demi-tour et trouver la bonne route qui nous attendait depuis le début. Si vous avez votre propre histoire sur la découverte d'une force que vous ne saviez pas posséder, j'adorerais la lire dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous. Au revoir. Et ainsi, alors que l'histoire de Beverly s'estompe doucement dans la chaleur de sa paix retrouvée, nous nous souvenons de la profonde résilience de l'esprit humain. La vie, avec toutes ses imprévisibilités et ses chagrins, a une façon de tester notre force et notre détermination. Pourtant, c'est souvent à travers ces épreuves que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Le parcours de Beverly nous enseigne que même face à la trahison, à la perte et à l'incertitude, nous détenons le pouvoir de reconstruire, de transformer la douleur en un but et de créer une vie remplie d'amour, d'espoir et de sens.
Son histoire est un témoignage de l'importance de l'estime de soi et du courage de choisir ce qui est juste pour nous-mêmes, même lorsque le monde semble nous tirer dans toutes les autres directions. Elle nous montre que le passé ne nous définit pas et que l'avenir est toujours à nous de le façonner. Le vrai bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans les moments de joie tranquille, les liens que nous entretenons et la force que nous trouvons en nous-mêmes pour continuer à avancer. En réfléchissant à ce parcours, considérez votre propre chemin. Quels défis avez-vous surmontés? Quelles leçons vous ont façonné pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Si l'histoire de Beverly résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous ou tapez simplement « Bien » pour partager comment ce message vous a inspiré. Ensemble, célébrons la beauté de la résilience et le pouvoir de l'espoir.